Voilà, on est au café Branche, là, en compagnie de mon ami le poète strasbourgeois, alsacien et francophone, français, Jean-Paul Clay. Alors, monsieur Clay, comment vous allez? Ben, comme le temps, nous sommes en automne 2010. La politique ne va pas très bien, mais enfin bon, on essaye de se débrouiller quand même. Vous êtes en train d'écrire un poème, là, je vois. Oui, tous les jours. Il se trouve que tous les jours. Non pas à temps perdu, mais c'est un tel plaisir que le poème arrive assez vite, en 20 minutes, 21, 22, 25 minutes. Et ça a commencé en fin 2000. Et il y a eu un poème par jour pendant 3500, 3650 jours, ce qui représente... C'est énorme, c'est énorme. Oui, je suis un peu scandalisé, j'en parle à tout le monde. Oh, faut pas être trop scandalisé. Non, c'est pas une maladie. Bon, en lisant vos livres, là, j'ai l'impression que c'est un virus qui vous a pris très jeune, la poésie. Je m'excuse du terme virus, oui, mais non, bon, mais c'est peut-être pas le terme exact. C'est une graphomanie, c'est un plaisir, c'est un exil, c'est un entre-deux. La réalité étant très difficile à vivre. Hein. Ça m'a pris en 55, je suis né en 43, et donc en 55, dans des conditions familiales un peu difficiles, je me suis réfugié d'abord dans le roman, une espèce de roman à l'eau de rose, comme on écrit quand on est en cinquième. Et la poésie est venue beaucoup plus tard, autour de 1968, c'est-à-dire à la 25e année. Je n'osais pas, je pensais que c'était réservé à Victor Hugo, à Lamartine, à des gens comme ça. Vous avez une grande admiration pour Victor Hugo, hein? Certainement, oui, je l'ai très peu lu d'ailleurs. Ah, c'est vrai. On le lit très peu. C'est une œuvre colossale, n'empêche. Il semblerait. Je n'ai pas la poésie complète de Hugo, je ne sais pas sur quelle étendue. Et il faudrait acheter un Pléiade. Et enfin, ça reste la grande référence. Plus que Paul Claudel et autant que Verlaine, que Baudelaire, que... Rimbaud? Non, Rimbaud est encore hors classe. Vous trouvez que Rimbaud est hors classe? Oui, si on peut dire ça aussi faiblement. Mais il y a des gens qui vous ont comparé un peu à Rimbaud, à votre sortie. J'ai vu des gens qui vous ont j'avais lu un article d'un type qui parlait de vous comme un nouvel Bukowski avec des accents rimbaldiens. Le cher Brindeau, Serge Brindeau, que j'ai approché une ou deux fois dans le panorama de la poésie depuis 1945 chez Bordas. Il avait parlé d'accent rimbaldien. Ça m'avait beaucoup touché parce qu'à l'époque, je n'avais pas lu une ligne de Rimbaud. J'ai lu Rimbaud très tard, à 28 ou 29 ans, ayant publié déjà les premiers livres. Donc vous n'avez pas eu le choc de la lecture de Rimbaud comme beaucoup de gens? Non. J'avais exprès évité, enfin j'étais effrayé par cette absolue, cette modernité, et la peur aussi peut-être de l'imiter. J'ai toujours eu peur d'imiter quelqu'un. En vous lisant, vous avez un style tellement particulier, tellement fin, avec, qui n'appartient qu'à vous, qu'on imagine mal que vous puissiez être redevable à qui que ce soit de ce côté-là. À 25 ans, vous êtes quand même très influençable parfois. J'avais acheté tout Marcel Proust. Vous avez lu? Non, j'ai laissé le paquet fermé et je l'ai coincé sous le haut d'une armoire et je ne l'ai jamais rouvert. De peur, j'ai lu Un amour de Swann, c'est tout. J'avais très peur d'être englouti par le style de Proust ou de Claude Vigée que j'ai approché quand même de très près. C'est tout à votre honneur parce que le fait de justement avoir peur d'être influencé, ça a dû vous pousser à vous créer un style à vous un peu, non? Il paraît que les choses arrivent. Mon ami Jean Breton, l'éditeur, me disait qu'à force de creuser, au bout de quelques dizaines d'années, on arrivait, ça m'étonnait beaucoup parce que j'avais jamais réfléchi à tout ça, on arrivait à avoir une espèce de ton personnel, mais c'est pas au poète d'en parler. Donc, oui. Mais comment qualifierez-vous vos gens d'écrit, votre style, votre écriture? À fleur de peau, c'est la première expression. Mais disons, il y a aussi une grande richesse formelle, et puis, disons une espèce d'inspiration continue. Parce que
en voyant vos livres, là, vos différents livres, là, dont Mon cœur flotte sur Strasbourg, comme en les lisant, ou la rêverie d'un promeneur strasbourgeois, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de continuité tout au long des années. C'est ici le pays de Larisa, une continuité de style, de forme, avec une progression constante. Justement au niveau de la qualité des écrits, de leur formulation, un certain type d'élégance. Oui, c'est très positif. Non, c'est pas positif, hein, c'est au contraire, c'est essayer de parler de vous d'une façon plus... La vieille langue peut-être m'avait influencé. Quand j'étais adolescent, nous étions dans un château, ma mère, ma sœur et moi, au château de Courtenvaux près de Vendôme, et il se peut très bien que cette vieille langue française que je lisais à des étés entiers puisqu'on ne voyait personne. Mais vous les lisiez dans des romans Non, très peu les romans. Madame de Sévigné. C'est-à-dire vous la lisiez plutôt la lecture de romans classiques alors? Dans des vieux livres qu'il y avait à tous les étages. Il y avait des milliers de livres et on était un peu perdus dans cette très vieille langue du XVIIe avec l'esperluette, qui n'est pas du tout le « et » américain, mais qui avait été inventé par les typographes du temps de Ronsard. Et même, il paraît que l'esperluette existe déjà dans les sermons de Strasbourg. Les sermons de Strasbourg de 800 et quelques avaient déjà ce signe. Justement, dans le livre « Mon cœur flotte sur Strasbourg comme une rose », il y a une belle partie sur la Bible. Et on s'aperçoit que vous avez une connaissance extraordinaire quand même des choses de la Bible aussi. Très peu, très peu. Si vous savez, comme je lis peu, peut-être que j'en cite quelques extraits, oui sans doute. Mais si vous saviez, comme je suis un tout petit lecteur, au point qu'à un moment donné, je me demandais si je n'étais pas dyslexique, parce que j'ai toujours j'ai l'impression que vous exagérez, parce qu'en vous lisant, on s'aperçoit que vous avez une grande connaissance. J'ai toujours lu très peu et très lentement, très lentement. Ma sœur, qui a 2 ans de plus, lit à une vitesse énorme. Elle dévore un livre en 3 heures. Moi, je suis incapable de lire en diagonale. Tenez, excusez-moi, je ne sais pas pour vous contredire, mais par exemple, là, non, je lis c'est ici le pays de Larisa. Or, voici Daniel est assis au milieu des lions, et le roi le retira des bas-fonds de l'Éphos. Si vous voulez bien le lire, hein. Oui. Alors, on s'aperçoit que vous connaissez bien quand même la Bible. Avec les noms des prophètes, sans et doute, puis... Je l'ai lu 3 fois dans ma vie. J'ai ouvert la Bible 3 fois dans ma vie. Mais je veux dire, quand vous rédigez un texte, disons, moi j'ai été assez surpris par la précision justement de ce que vous dites. Mais ça venait du fait ça vient de votre mémoire? Non, absolument pas. Je n'ai pas de mémoire du tout. Ça venait du fait que j'avais ouvert ce livre, qui était la Bible de mon père, page 40 du pays d'Olivier. Le Nouveau Testament que mon père acheta novembre 1930. Or, voici Daniel est assis au milieu des lions et le roi le retira du bas-fond où les fauves l'ont épargné, etc. Et j'avais passé 2 heures dans l'Ancien Testament, tout à fait au hasard, et il m'était venu ce texte. Mais c'est justement, c'est assez... justement, et même ailleurs, vous avez une grande connaissance aussi de la littérature alsacienne. Oui, les Alsaciens, je les ai un peu pratiqués, oui. Parce que j'ai eu le plaisir de lire des pages sur Camille Claus, sur des gens sur des poétesses de Strasbourg, Sylvie Rett, oui. Je crois, et puis il y a eu d'autres gens. C'est surtout dans votre ouvrage, Mon cœur flotte sur Strasbourg, oui. Comme une rose, qui a été écrit, qui a une espèce de journal qui a été écrit dans les années 80, c'est ça? Oui, lorsque j'étais en train lors de mon divorce, je crois bien. Ah bon? Les gens que je rencontrais, le journal en prose est maintenant abandonné, il est repris sous forme poétique entièrement. On dirait que c'est... j'ai l'impression que ça a donné, c'est que pour vous ça a été, dis-moi comme ça, moi je connais pas bien, je connais 4 de vos ouvrages, je connais pas ce qui a précédé. Oui. J'ai l'impression que ça a été un ouvrage important. On se trompe? Le cœur rose, oui. Peut-être à l'époque. Maintenant, nous sommes quand même en octobre 2010, le 15 octobre 2010, c'est-à-dire longtemps après, il me semble, c'est pas pour vous contredire bien sûr, mais il me semble que plus rien n'est important que ce que j'ai commencé depuis à peu près novembre 2000. C'est-à-dire que ça va faire 10 ans dans quelques jours, autour de l'amitié d'Olivier Larisa notamment, surtout.
et que tout ce qui était avant était des espèces de brouillons. Donc pour vous, ce que vous avez fait avant ne compte plus vraiment? J'en ai beaucoup de... Moi je trouve que vous exagérez, parce que quelque part, vous savez, on dit on dit pour les écrivains en général que ce qu'ils ont écrit avant est déjà dans ce qu'ils ont fait après. Ce que vous faites maintenant vous semble sans doute meilleur que ce que vous faites avant. Vous vous sentez plus à l'aise, techniquement plus... c'est incomparablement différent. Au niveau de la langue, vous trouvez que ça a une coloration, ça... Disons, liberté. Liberté. Oui, oui. Au point que j'imagine bêtement, j'en parle des fois à mes amis, qu'il existe une masse poétique, comme il existerait une masse picturale ou une masse musicale, ou une masse politique ou religieuse, et qu'il suffit de prendre la main et de taper dedans et de ramasser à tout propos. Là, en vous attendant, parce que j'avais un autre rendez-vous, j'avais une demi-heure et il vient donc des poèmes tout le temps.